My literary activities seem curiously vague and sketchy in my memory. I don't think that I really considered myself as a bona fide author. Agatha Christie, une femme dont tout le monde connaît le nom. Au cours de sa carrière, elle a écrit 66 romans, autant de nouvelles et plus de 30 pièces de théâtre. Lettres anonymes au cœur de la campagne anglaise, horloge déréglée, blonde morte dans des bibliothèques, kidnappeurs américains poignardés dans des trains de luxe internationaux, ou encore riches héritières qui entreprennent une croisière sur le Nil au dénouement fatal. Les romans d'Agatha Christie sont à la fois très british et cosmopolites, à l'image de ces deux illustres enquêteurs. Miss Marple, la vieille fille passionnée de jardinage, dont les euphémismes font écho à l'auteure elle-même, et Hercule Poirot, le détective privé belge, dont le caractère mondain n'est pas sans rappeler Agatha Christie. I wrote things, yes, books and stories, they were published. And I was beginning to accustom myself to the fact that I could count upon them as a definite source of income. But married woman was a profession in itself, and it was my profession. As a sideline, I wrote books. I must have been, I think, singularly unambitious at all times. Je l'adore. Elle était hors du commun. Mon père entretenait des relations très étroites avec elle. S'il avait existé un prix de la meilleure grand-mère du XXe siècle, elle l'aurait sûrement obtenu parce qu'elle le gâtait. Elle était charmante, chaleureuse et gentille. Et à côté de ça, c'était un génie. Je suis frappé par le nombre de personnes intelligentes qui ne parviennent pas à résoudre les énigmes de ma grand-mère. J'ai découvert Agatha Christie alors que j'allais encore à l'école en culotte courte. Un jour, en revenant de la bibliothèque, j'ai dit à ma mère « Je n'ai pas trouvé de livre de Georgette Heyer, mais j'ai un roman d'Agatha Christie. » J'ai lu toute son œuvre avant la fin de ma scolarité. Par la suite, je me suis intéressé à beaucoup de ses contemporains, mais je suis toujours revenu à elle. C'est la meilleure. Agatha Christie, je pense, a choisi la mort parce qu'elle aimait la vie. Et en fait, faut jamais... elle n'est pas la reine du crime, en fait. Elle est juste un génie littéraire. Elle n'était pas morbide, toute sa vie montre qu'au contraire, elle était pleine de vie. La mort ne l'intéressait absolument pas. Ce qui l'intéressait, c'était le genre en lui-même, parce que le genre était un défi, en fait, à la littérature. Agatha Christie est une grande figure de la littérature policière qui a influencé de nombreux écrivains. Et ceux qui prétendent le contraire, je ne les crois pas. Ne faites jamais confiance à un auteur de romans policiers qui nie l'importance et l'influence d'Agatha Christie, c'est mon conseil. Elle était capable d'écrire ce genre d'histoire sans être pour autant un génie torturé. Elle avait la faculté de mettre en marche ou en veille les deux facettes de sa personnalité, ce qui est une aptitude extraordinaire. C'était une personne fascinante, et j'aurais aimé passer plus de temps avec elle. Sur ce point, je suis un peu jaloux de mon père. Le crime de l'Orient Express, avec Hercule Poirot, dont les intrigues ont été traduites en 40 langues et qui est devenu le personnage le plus célèbre d'Agatha Christie. C'est au détective belge que la romancière anglaise doit sa notoriété mondiale. Agatha Christie est la pionnière du roman policier britannique moderne. C'est aussi l'écrivain de tous les superlatifs. Auteur le plus vendu et le plus traduit de tous les temps, elle comptabilise plus d'1 milliard de livres publiés en anglais et autant dans les autres langues. Mais qui était cette femme au juste ? Une grande voyageuse, avide de connaissances, à la fois anticonformiste et attachée aux traditions. Sa vie et son œuvre ont été marquées par l'histoire du XXe siècle. Elle comprenait mieux que quiconque les hommes et leurs états d'âme, en particulier ceux de ses compatriotes britanniques.
Personne ne peut comprendre la vie d'Agatha Christie. Personne. Elle a dissimulé absolument tous les indices qui pourraient permettre de reconstruire scientifiquement sa vie. Elle les a dissimulés de façon tout à fait consciente. Elle ne voulait pas qu'on sache quelle était sa vie. Son autobiographie est extrêmement romancée. Et c'est là que, devant l'accumulation de tout ce qu'on pouvait raconter, parce que sa vie a été très longue, a été très mouvementée, a été passionnante, Guillaume a eu une idée qui est l'idée du roman graphique, qui est celle de mettre en scène les personnages d'Agatha Christie. Anne Martinetti et Guillaume Lebeau sont fans d'Agatha Christie, comme d'autres Français admirent Georges Simenon. En lisant ses romans policiers et en voyant ses adaptations à l'écran, ils ont eu l'idée de raconter sa vie en bande dessinée et de montrer à quoi elle a pu ressembler. Je pense qu'Agatha Christie a choisi la littérature policière parce que c'était un exercice qui l'amusait. D'une part, elle a appris à lire dans les aventures de Sherlock Holmes, donc notamment dans Le Chien des Baskerville. Sa mère lui lisait énormément d'histoires, de romans gothiques, d'histoires policières. La littérature policière était déjà à la mode un petit peu en Angleterre à cette époque. Et donc, je pense que c'est un exercice qui l'amusait. Elle était extrêmement douée en mathématiques. C'est aussi une piste pour expliquer pourquoi elle a choisi la littérature criminelle, qui finalement est un jeu de pistes chiffrées pour trouver un coupable à partir d'indices. À propos d'indices, Agatha Christie est omniprésente à Torquay, une station balnéaire pittoresque de la côte sud du Devon, qu'on appelle la Riviera anglaise. Elle y a passé une enfance heureuse à la fin du XIXe siècle. Agatha Marie Clarissa Miller vient au monde le 15 septembre 1890. C'est le troisième enfant de Clarice Margaret Bomer, fille d'un officier de l'armée britannique, et de Frédéric Alva Miller, courtier en bourse américain. Elle dira plus tard de son enfance: l'une des plus grandes chances qui puissent nous arriver dans la vie est d'avoir une enfance heureuse. J'ai eu une enfance très heureuse. J'avais une maison et un jardin que j'adorais. Un père et une mère qui s'aimaient beaucoup, formaient un couple uni et étaient de merveilleux parents. Je crois que cette maison était vraiment bénie. À l'époque, la rue où elle se trouvait menait presque directement à la campagne luxuriante du Devon, avec ses champs et ses sentiers. Nous sommes à l'endroit même où se trouvait la maison d'Agatha Christie. C'est ici qu'elle est née. Malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, la ville a décidé de démolir cette maison. Ce que l'on trouve bien sûr tout à fait regrettable aujourd'hui. Agatha Christie adorait les arbres et le jardin dans lequel elle a commencé à imaginer des histoires. Autrement dit, tout est parti de là. Agatha a grandi dans une famille relativement aisée. Mais son père est mort quand elle avait 11 ans. Et ils ont découvert que ses obligations d'État n'avaient plus beaucoup de valeur. Elle n'est pas allée à l'école, ce qui n'était pas inhabituel pour une fille à l'époque. J'ai une théorie sur ce point. Du fait qu'elle n'est pas allée à l'école, elle ne raisonnait pas comme la plupart des gens, ce qui l'a peut-être aidée à élaborer des intrigues policières. Elle ne pensait pas en ligne droite, mais en zigzag. Même si la mort de Frédéric Alva Miller plonge la famille dans des difficultés financières, Agatha est une jeune fille comme les autres qui va au bal et fait du patin à roulettes avec ses amis sur la longue jetée du front de mer. Après la mort de mon père, ma mère est allée avec Madge dans le sud de la France et je suis restée seule à Torquay. Durant cette période, j'ai découvert un nouveau sport et de nouveaux amis. Faire du patin à roulettes sur la jetée était alors un passe-temps en vogue. Au début du XXe siècle, c'était une jeune femme très timide et séduisante. Elle fréquentait les bals et les soirées privées où elle rencontrait beaucoup de jeunes hommes sympathiques. Pourtant, à 16 ans,
elle quitte Torquay. Jeune femme, elle est partie à Paris pour étudier la musique et le français. Mais elle n'était pas assez bonne pour devenir musicienne professionnelle, Dieu merci. Elle est allée parfaire son éducation à Paris, comme on disait à l'époque. Elle y est restée un certain temps pour apprendre le chant et les bonnes manières, toutes ces choses qu'une jeune femme était censée connaître avant d'entrer sur le marché du mariage. Même si sa mère avait toujours des problèmes financiers, elle a décidé de l'introduire dans la société. Mais elle n'avait pas les moyens de le faire en Angleterre. Alors elle est partie en Égypte avec sa fille. Agatha courait les balles. Elle avait toujours en tête de voyager. C'est ainsi qu'Agatha Miller prend pour la première fois l'avion en 1911. De retour à Torquay, elle rencontre dans un bal son futur mari, l'officier et gentleman Archie Christie. Elle a 23 ans. Il a été l'un des premiers à rejoindre les rangs du corps royal d'aviation. C'était l'une des choses les plus dangereuses qu'on pouvait faire. Il voulait déjà l'épouser au début de la guerre, mais il a dit « Ce n'est pas une bonne idée. Si jamais nous avons un enfant et que je me fais tuer, je vous laisserai tous les deux sans rien. » Puis à Noël, il est venu en permission et ils ont obtenu une autorisation spéciale pour se marier. Archie et Agatha se marient en 1914, quelques mois après le début de la guerre. Il part sur le front et elle devient infirmière à l'hôpital public de Torquay. Pendant la Première Guerre mondiale, elle s'est engagée en tant qu'infirmière bénévole. Mais c'était très dur parce que les hommes revenaient du front avec d'horribles blessures. Alors, quand on lui a proposé de travailler à la pharmacie de l'hôpital, elle a tout de suite accepté. En 1914, l'hôpital s'est doté d'une grande pharmacie. Agatha Christie décide alors de suivre une formation de pharmacienne. Ceci est sans doute le bâtiment de Torquay qui a joué le rôle le plus important dans son œuvre littéraire. Il lui a inspiré son premier roman policier, La mystérieuse affaire de Styles. C'est ici qu'elle a tout appris sur les médicaments, les poisons et leurs effets sur le corps humain. Dans La mystérieuse affaire de Styles, Agatha Christie met pour la première fois à l'épreuve ses expériences de pharmacienne en faisant du poison l'arme du crime. Ali Marshall est chef jardinière du parc de l'abbaye de Torre et elle a aménagé pour la plus grande joie des fans de l'écrivain une section dédiée aux plantes toxiques qui figurent dans ses romans. On a là la description classique d'un empoisonnement, en l'occurrence avec de la strychnine. Je ne peux pas cultiver la plante à partir de laquelle on l'extrait car elle est interdite dans toute l'Europe. C'est vraiment une substance redoutable. Dans son premier roman, Agatha décrit de manière très précise comment l'empoisonnement se déroule. La strychnine est un poison terrible qui provoque la contraction de tous les muscles. Dès 1920 et la parution de son premier roman, La mystérieuse affaire de Styles, elle dit en gros à ses lecteurs « Je vais vous présenter un groupe d'individus, l'un d'eux sera la victime et je vous mets au défi de découvrir le coupable. Pour vous faciliter un peu les choses, je vous donnerai des indices, mais vous devrez rassembler toutes les pièces pour trouver la solution avant que je ne vous la livre. » C'est ce que les lecteurs aimaient chez elle. Pendant plus de 50 ans, ils ont relevé le défi. Et ils continuent de le faire aujourd'hui. Nous avons planté par exemple de la camomille.
parce que Miss Marple buvait des infusions de camomille. Ironiquement, c'est un des personnages qui dit « Je n'aime pas les médicaments modernes, ce sont d'horribles choses nuisibles, je ne veux rien avoir à faire avec ça ». Je pense qu'Agatha parle à travers elle. Elle avait la hantise de faire une erreur dans son travail de romancière. Il lui arrivait même de se réveiller au beau milieu de la nuit et de courir à l'hôpital pour s'assurer qu'elle ne s'était pas trompée. Tout le jardin est entouré d'une haie d'if, un arbre à partir duquel on fabrique un poison très nocif et très désagréable. La taxine. C'est connu depuis la nuit des temps. Dans l'une de mes histoires préférées, Une poignée de seigles, le pauvre Mr. Fortescue est empoisonné avec de la taxine. Comme c'est un poison très amer, on débat pour savoir comment il lui a été administré. On suppose qu'il était dans le café à cause de son amertume. En fait, il se trouvait dans le produit le plus anglais qui soit, la marmelade. Voici des feuilles de digital. Au printemps, elles poussent très haut et elles forment de grandes pointes. Mais là, en ce moment, ce n'est pas la bonne saison. Cette plante apparaît dans la nouvelle L'herbe de mort. Un groupe de convives est à table et mange du canard farci à la sauge. On en a planté ici. Et aux oignons. Il y en a là-bas. Quelqu'un cueille des feuilles de digital et les mélange aux autres ingrédients. Si on prend cette feuille-ci et cette feuille-là, et qu'on les met dans un panier, il est difficile de les différencier. L'ironie de l'histoire est que la personne qui les cueille est celle-là même qui meurt. Mais je ne vous en dirai pas plus, parce que ça devient vraiment compliqué. Agatha Christie termine son premier roman, La mystérieuse affaire de Styles, pendant la Première Guerre mondiale. Mais les débuts d'Hercule Poirot, le détective aux petites cellules grises, ne convainquent guère les éditeurs. 6 d'entre eux refusent le manuscrit. À la fin de la guerre, Archie revient en Angleterre et avec Agatha, il quitte Torquay pour Londres. En 1919, leur unique fille, Rosalind, vient au monde. En 1921, la maison d'édition londonienne de Bodley Head publie enfin le premier roman d'Agatha Christie. La même année, on propose à Archie de partir plusieurs mois dans les colonies britanniques pour faire la promotion d'une exposition commerciale de l'Empire. Il accepte, à condition que sa femme puisse l'accompagner. La plus grande aventure d'Agatha Christie, à mon sens, c'est son tour du monde. Lorsqu'elle est partie donc avec son mari Archibald Christie pour représenter une exposition commerciale qui a eu lieu finalement en 1924 à Londres, et il devait faire le tour de tout l'empire colonial pour des marchés, des producteurs, des éleveurs, et les convaincre de venir à Londres. En 1922, elle a fait le tour du monde avec Archie. Elle a passé 1 an à sillonner le globe. Et donc elle est partie d'Angleterre, descendue aux Canaries, Afrique du Sud, Tasmanie, Australie, les îles Fidji, remontée à Hawaï, le Canada, traversée le Canada, New York, retour en Angleterre. Donc un vrai tour du monde, et ce tour du monde l'a inspiré toute sa vie. Elle n'aurait jamais imaginé avoir un jour une telle occasion, car le voyage coûtait sûrement bien trop cher pour leurs moyens de l'époque. Mais ils ont pris plaisir à visiter l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Honolulu et tous les autres pays. Après avoir passé plusieurs mois à faire la promotion de l'exposition, ils se sont accordés quelques semaines de repos à Honolulu. Agatha était très aventurière et à Honolulu, elle a appris à faire du surf. C'est sans doute la première femme à avoir surfé debout, et je trouve ça très drôle. Voilà encore un exemple qui illustre son envie de tout essayer. Il se trouve que j'ai eu entre les mains une de ces anciennes planches de surf, et on a du mal à croire qu'une personne puisse tenir debout dessus. On peut à peine les soulever tellement elles sont lourdes. C'était une autre époque. Je n'étais pas aussi bonne nageuse qu'Archie, et il m'a fallu plus de temps pour atteindre le récif.
Je me suis donc installée sur ma planche et j'ai attendu une vague. La vague est arrivée. Ce n'était pas la bonne. L'instant d'après, elle a emporté la planche et m'a asséné un coup violent qui m'a propulsée dans les profondeurs. J'ai avalé des litres d'eau salée et lorsque je suis remontée à la surface, toute haletante, j'ai vu la planche à environ un demi-kilomètre de moi se diriger vers le rivage. C'était une femme extraordinaire. Elle a parcouru la planète à une époque où peu de gens voyageaient. Je trouve sa curiosité époustouflante. Elle s'intéressait à ce qui se passait dans le monde et surtout, elle se passionnait pour les gens. C'est une chose dont nous pouvons tous nous inspirer. Elle a écrit 66 romans, à peu près autant de nouvelles. On retrouve chacun de ses voyages ou un morceau de ses voyages dans les romans, même lorsqu'un roman se passe à Torquay ou dans la campagne anglaise. Après son voyage autour du monde, Agatha Christie voit sa carrière décoller. Ses livres se vendent comme des petits pains et avec les droits d'auteur, elle réalise un rêve qu'elle caresse depuis longtemps. Elle s'achète une voiture. Agatha Christie est bien loin de l'image en fait qu'on s'est forgé d'elle. Agatha Christie est une femme absolument moderne pour son époque. Elle est certainement la première Anglaise à tenir debout sur un surf. Elle passe son permis de conduire et veut s'acheter une voiture. C'est un acte de liberté absolue. C'est-à-dire, je veux posséder une voiture. Pourquoi? Je veux la conduire. Pourquoi? Pour moi-même pouvoir me véhiculer sans avoir besoin des hommes, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Elle est l'une des premières à dire, voilà, je ne veux pas qu'on confonde ma vie personnelle et ma vie finalement professionnelle. Je ne veux pas qu'il y ait d'interférence. Je veux garder le contrôle. Elle veut garder le contrôle et elle garde le contrôle toute sa vie. La romancière multiplie toutefois les revers dans sa vie privée. En 1926, sa mère adorée meurt d'une bronchite. Peu de temps après, elle apprend que la passion d'Archie pour le golf n'est pas seulement d'ordre sportif, mais porte un nom, Nancy. On peut dire que le golf a tué leur couple. Ils ont acheté une maison chère et pas spécialement belle près d'un terrain de golf à l'extérieur de Londres. Archie s'est mis au golf. Agatha a essayé, mais cela ne lui convenait pas. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas assez vigilante et elle a dit plus tard « Le devoir d'une épouse est de rester auprès de son mari », chose qu'elle n'a pas faite. Quoi qu'il en soit, il a rencontré une femme qui jouait au golf et le ménage n'y a pas survécu. L'infidélité d'Archie déclenche un épisode qui reste mystérieux dans la vie d'Agatha Christie. Le 3 décembre 1926, sa voiture est retrouvée dans un fossé. Pas de trace de l'écrivain. Agatha a disparu. Elle s'est enfuie, a eu un accident de voiture et s'est cognée la tête. Si bien que pendant un temps, elle ne savait plus qui elle était. Si vous voulez la vérité sur la disparition mystérieuse d'Agatha Christie, je pense qu'en fait, elle est très simple. On est encore une fois face à une femme moderne, une femme qui décide, face à la trahison de son mari, de répliquer. Voilà, elle décide de ne pas se laisser faire. Certainement, Archie doit payer. Un fait vient étayer cette théorie, c'est que la Maurice Collet, donc la voiture d'Agatha Christie, est abandonnée près de l'endroit où Archibald, son mari, commet un adultère avec Nancy Neal. La question était comment est-elle allée de là à l'hôtel de Harrogate, dans le Yorkshire, où elle a été aperçue 13 jours plus tard par un membre de l'orchestre de l'établissement. On a fait venir son mari qui a confirmé « Oui, c'est ma femme, c'est bien Mrs. Christie ». Elle faisait une dépression nerveuse et essayait de fuir la réalité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette disparition a fait un bruit retentissant en Angleterre et que des centaines de personnes, voire même 1000 personnes, je crois, un peu plus, ont commencé à chercher Agatha Christie partout aux alentours de l'endroit où elle avait disparu. Sa disparition en 1926, la couverture de l'événement dans la presse et toutes les rumeurs qui en ont découlé ont été très éprouvantes pour Agatha Christie. En faisant des recherches, j'ai été abasourdi de voir jusqu'où la presse est allée. Certains journaux ont retouché des photos d'elle pour montrer à quoi elle ressemblerait en homme ou comment elle serait si elle portait ci ou ça.
Mais il faut reconnaître franchement que tout ce tapage médiatique était dû au fait qu'elle était auteure de romans policiers. Agatha Christie a très certainement choisi, lorsqu'elle écrit son autobiographie, de mettre en valeur certains événements et d'en cacher d'autres. Bien entendu, sa fameuse disparition, elle n'en fait pas du tout mention dans son autobiographie. Elle dit je tiens maintenant à passer sur des événements qui ont été les plus horribles de toute mon existence, et puis on passe tout de suite à la suite. Je pense que ce qui s'est passé à l'époque est sans importance. C'était sa vie privée. Rien ne montre que ça ait pu avoir un impact sur son travail d'écrivain. Ça ne regardait personne d'autre qu'elle. La seule manière de s'en sortir par le haut, c'était de dire, voilà, tout ça est dû à un état, j'étais pas bien. Et là, on revient, d'ailleurs, elle est revenue là, un peu en arrière, parce qu'elle est revenue sur des schémas très victoriens, pour le coup, c'est-à-dire de la femme qui ne supporte pas la tromperie au point où presque elle en devient hystérique, où elle perd la mémoire, où finalement ça l'atteint physiologiquement. Ça, c'est du classique, ça. C'est ultra classique. C'est pour ça que j'y crois pas, en fait. C'est tellement classique comme explication que ça ne peut pas ça ne peut pas sortir du cerveau d'Agatha Christie. La vraie Agatha Christie, à mon avis, elle s'est juste vengée d'un homme qui l'avait trahi. Voilà. Et pour ça, elle a inventé sa plus belle histoire, à savoir sa propre disparition. En 1928, Agatha et Archie Christie divorcent. Désormais, elle est seule responsable de son avenir et de celui de sa fille Rosalind. La même année, paraît son roman « Le train bleu ». C'est à ce moment-là que d'amateur, je suis devenue professionnelle. Assumer le fardeau d'une professionnelle, c'est continuer à écrire, même quand on n'en a pas envie. J'ai toujours détesté le train bleu, mais j'ai écrit le livre et je l'ai envoyé à la maison d'édition. Jamais je n'en ai été fière. Les années 30 ont été très productives. Elle en est venue à écrire 3 à 4 livres par an, dont plusieurs chefs-d'œuvre. Le crime de l'Orient Express, ABC contre Poirot, Mort sur le Nil, Dix petits nègres. Ça a été son âge d'or. Certains pensent qu'en regardant le ciel, une idée d'intrigue lui venait à l'esprit et qu'elle se mettait à écrire. Mais ça ne se passe pas comme ça. Elle subvenait aux besoins de sa famille à une époque où les femmes n'étaient pas censées le faire. Durant une bonne partie de sa vie, elle a dû écrire pour gagner de l'argent et assurer sa subsistance. Après le divorce avec Archie, elle a été mère célibataire pendant quelque temps. Elle était responsable de ma grand-mère, et il faut bien dire qu'elle veille encore aujourd'hui sur toute la famille. Peu après la sortie du Train bleu, Agatha Christie entreprend un voyage qui sera décisif dans sa vie. Elle part seule. Pour une femme divorcée à la fin des années 20, c'est braver toutes les conventions. La première chose qu'elle a faite a été de prendre l'Orient Express pour aller en Syrie et en Irak, où elle a rencontré Max Mallowan. Je ne dirai jamais assez combien voyager était important pour elle. Elle était curieuse de voir comment les autres peuples vivaient. Elle s'apprêtait à faire le tour de la Jamaïque, comme c'était l'usage à l'époque. Mais à une soirée, elle a rencontré des gens qui lui ont fait l'éloge de la Mésopotamie, comme on disait alors. Ça l'a tellement emballée qu'elle a décidé de changer ses plans et d'y aller. Ses interlocuteurs l'ont mise en garde, mais vous ne savez rien de ce pays et vous n'avez pas réservé de voyage organisé, vous ne pouvez pas y aller seule. Et elle de répondre, je dois savoir qui je suis. Je savais qui j'étais, mais je dois savoir qui je suis maintenant. Si je ne pars pas, que je reste bien au chaud ici, je ne le saurai jamais. Je dois y aller pour apprendre à me connaître. C'était très inhabituel. Les femmes ne voyageaient pas seules en Orient. Agatha Christie s'est rendue à la gare de Victoria et s'est installée dans un compartiment. À l'époque, l'Orient Express était un superbe train luxueusement aménagé. La voiture-restaurant était très belle et on y mangeait très bien. Elle est allée jusqu'à Istanbul où elle était attendue et de là, elle a mis le cap sur Bagdad. En 1928, Bagdad est une ville sous mandat britannique et la vie en société lui rappelle trop son pays. Alors elle reprend la route pour découvrir l'Irak authentique. Elle s'est rendue à Our. L'épouse du directeur des fouilles, Catherine Woolley, avait lu Le meurtre de Roger Ackroyd. À ce moment-là, Agatha Christie était déjà célèbre.
et elle a été accueillie comme il se doit par cette femme. On lui a fait faire le tour des lieux, on lui a montré comment se faisaient les fouilles. Dans son autobiographie, elle explique son coup de foudre pour l'archéologie. Je suis tombée amoureuse d'Our, de sa beauté au crépuscule et de cette mer de sable aux couleurs sans cesse changeantes. J'aimais voir les ouvriers, les contremaîtres, les petits porteurs de paniers, les hommes qui maniaient la pioche, toute cette technique, toute cette vie. Je succombais à l'attrait du passé. La délicatesse avec laquelle poteries et objets étaient sortis du sol me faisait regretter de ne pas être archéologue moi-même. Agatha Christie est une aventurière. C'est une espèce d'Indiana Jones féminin. Mais vraiment, imaginez-vous une femme à cette époque-là qui décide tout d'un coup de prendre l'Orient Express, de traverser le désert, le désert dans un espèce de bus un peu précaire pour rejoindre des champs de fouilles, seule, en laissant sa fille derrière elle. Elle avait un côté aventurier, c'est tout. En 1930, Agatha Christie est retournée à Our. Catherine Woolley a demandé à Max Mallowan d'emmener la romancière pour lui faire découvrir l'Irak. Alors ensemble, ils ont effectué des excursions et se sont très bien entendus. Un jour, ils ont eu une panne de voiture. Ils sont restés coincés plusieurs heures en plein désert à attendre qu'on vienne les aider. Plus tard, quand Max l'a demandé en mariage, il a dit qu'en voyant qu'elle gardait son calme, qu'elle restait tranquillement assise au beau milieu du désert par 50 degrés sans s'énerver, il a su que c'était la femme de sa vie. Puis, elle a dû rentrer précipitamment chez elle parce que sa fille était malade. Il l'a accompagnée et tout s'est merveilleusement bien déroulé entre eux. Le dernier soir de son séjour, il lui a demandé sa main. Elle a résisté un certain temps, du moins pendant quelques semaines, car il était quand même bien plus jeune qu'elle. Mais il était drôle et amusant. Ils passaient du bon temps ensemble. Agatha a 40 ans et Max 26. 14 ans d'écart qui aujourd'hui encore susciterait des commentaires. Max devait avoir une autorisation pour pouvoir entreprendre des fouilles en Syrie. Sur ce document, il est écrit qu'il est né en 1904, ce qui est juste, et qu'Agatha Miller, c'était son nom de jeune fille, est née en 1899, alors qu'elle est venue au monde en 1890. Là encore, ça montre qu'elle se souciait de préserver l'honneur de son mari et ne voulait pas paraître trop vieille par rapport à lui. Ils se sont mariés en 1930. Elle était décidée à réussir ce mariage. Ils s'aimaient beaucoup, mais tous les deux voulaient que cette union aille plus loin. Et elle voulait contribuer à sa carrière d'archéologue. Elle soutenait les activités de son mari en lui reversant de temps en temps les droits d'un livre. Par exemple, elle a participé pour 1/3 au financement des fouilles de Tel Arpachia en 1933. Des documents font état d'un donateur anonyme et il s'agit évidemment d'Agatha Christie. Désormais, Agatha et Max passent 4 à 6 mois par an en Orient et elle ne tarde pas à devenir un membre à part entière de l'équipe de fouilles. Elle a été une très bonne archéologue, au même titre que son mari, même si elle a travaillé sous ses ordres, mais elle a même inventé des manières de remettre au jour certaines reliques, puisqu'elle se servait de sa crème hydratante et de petits cotons à démaquiller pour nettoyer les morceaux de poterie. Et elle a été surtout, je pense, contrairement à son mari, qui lui était donc extrêmement sérieux, extrêmement universitaire, elle a été aussi un vecteur d'intégration pour les missions de fouilles archéologiques, puisqu'elle se liait avec les personnes qui habitaient sur place.
Elle s'occupait de la documentation relative aux fouilles. C'est elle qui prenait toutes les photos sur le site archéologique. Non seulement elle réalisait les clichés, mais elle les développait elle-même. Elle est allée dans une école de photographie. Ça ne plaisait pas beaucoup à Max. Lui voulait des photos toutes simples, qui montraient les dimensions des objets mis au jour. Il n'était pas intéressé par ce qu'il appelait la nouvelle mode de la photographie moderne. Or, c'était justement ce qu'elle aimait. La documentation est essentielle dans une mission de fouille, parce qu'on détruit toutes les couches sous lesquelles l'objet est enfoui. Une fois qu'on a creusé, on ne peut plus faire machine arrière. Voilà pourquoi les photos qu'elle a prises ont une valeur inestimable. En 1933, Agatha part en Égypte avec Max et Rosalind, et durant le séjour, elle commence l'écriture de Mort sur le Nil. Avec le Crime de l'Orient Express, c'est l'un des romans les plus célèbres et les plus vendus, mettant en scène Hercule Poirot. Poirot était sa principale source de revenus, mais il l'agaçait de plus en plus. Elle a fini par le prendre en grippe et par dire à son agent Edmund Cork « Je ne veux plus écrire de romans avec Poirot ». Je ne crois pas qu'on puisse écrire autant d'histoires géniales avec un personnage qu'on n'aime pas. À l'époque, tout grand détective de roman devait marquer sa différence. Alors elle a créé Poirot, avec sa moustache, ses petites cellules grises et son apparence très soignée. Mais elle ne l'aurait peut-être pas fait si elle avait su qu'il l'accompagnerait pendant plus de 50 ans. Je pense qu'elle exprimait sa frustration à l'égard de Poirot, comme on se plaint d'un conjoint avec qui on vit depuis 40 ans. Elle ne détestait pas Poirot. C'est vrai, comme vous le savez, qu'elle l'a tué dans Poirot quitte la Seine. Mais elle a eu la bonne idée d'écrire le livre, l'un de ses meilleurs selon moi, et de le placer dans un coffre-fort avec l'intention de ne le faire publier que peu de temps après sa mort. Hercule Poirot survivra même à sa propre mort. Depuis 2014, le petit homme à moustache enquête de nouveau sur des affaires écrites par Sophie Anna. Mon père et moi avions toujours été contre l'idée de romans à suite, comme je les appelle, pour des raisons évidentes. Donc, nous avons longtemps refusé. Je ne me souviens plus trop comment ça s'est passé, mais presque en même temps, nous avons été conquis par le projet. Ces livres ont quelque chose de magique. Ils sont à la fois simples et complexes. Ils regorgent de bons sentiments, mais font la part belle au mal. Ils sont faciles à lire, même pour un enfant de 12 ans, tout en étant exigeants au plan intellectuel, parce qu'on ne trouve jamais la solution. Elle détenait la formule magique. Je me vois comme la partenaire d'Agatha. Revenons-en justement à Agatha Christie. En 1934, Max et elle achètent leur première maison commune en Angleterre, Winterbrook House. Elle se trouve à la lisière de la petite ville pittoresque de Wallingford, dans l'Oxfordshire. Max Mallowan était professeur à l'université d'Oxford. Et c'est très pratique d'habiter Wallingford, sur les bords de la Tamise, quand on travaille à Oxford. Elle vivait à Winterbrook House, où je lui rendais souvent visite, car ce n'était pas très loin de mes deux pensionnats. Je me souviens très bien de Wallingford. C'était une charmante demeure. Agatha adorait les maisons. Elle en avait beaucoup qu'elle prêtait ou donnait à des amis. Agatha et Max font de Winterbrook House leur résidence principale. Mais ils ne tardent pas à avoir le mal du pays. En 1938, ils achètent une villa d'été sur la côte sud du Devon, Greenway House, en surplomb du fleuve Dart, à 1 heure de route de Torquay. La voix d'Agatha Christie dans l'un de ses rares enregistrements originaux. One day we saw that a house was up for sale that I had known when I was young. Greenway House, on the Dart. The house which my mother had always said was the most beautiful property of the many properties on the Dart. Let's go and look at it, I said.
It'd be lovely to see it. I haven't seen it. I went there calling with Mother when I was a child. So we went over to Greenway. Very beautiful it was. A white Georgian house, about 1780 or 90, with some woods sweeping down to the dark below. Lots of very beautiful flowers and shrubs. The perfect house. Quite a dream house. Dès qu'elle a vu cette maison, elle en est tombée amoureuse et l'a acheté 6 000 livres, ce qui paraît totalement incroyable aujourd'hui. 16,000, did you say? 6,000. 6,000. I could hardly believe it. It seemed incredible. We went back talking about it. Incredible cheap, I said. It's got 33 acres. Why don't you buy it, Max? It was so startling coming from Max, and it took my breath away. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le même été, Max et Agatha emménagent dans leur résidence secondaire du Devon. Une maison remplie de souvenirs de voyage. Elle venait ici pour se détendre et être avec sa famille. Elle y séjournait l'été, à Noël et à Pâques. Elle passait ses vacances à Greenway. Aujourd'hui, c'est le lieu qu'on associe le plus à Agatha Christie. Mais ce n'était pas le cas de son vivant. Les gens nous demandent toujours en regardant autour d'eux, où écrivait-elle ses livres? Eh bien, elle ne les écrivait pas là. Elle ne travaillait pas ici, même s'il est clair qu'elle devait prendre des notes. Quand une idée lui traversait l'esprit, elle sortait un carnet de son sac à main et griffonnait. Elle ne travaillait pas vraiment à Greenway, mais un peu quand même. C'était un endroit où elle venait non pas pour oublier les livres, mais du moins pour se recentrer sur ce qui lui tenait à cœur dans la vie, à savoir être avec ses amis et sa famille. Et surtout, c'était sa maison. Elle a grandi dans le Devon, non loin de Greenway. Donc, il y avait un peu de nostalgie, et les gens qu'elle aimait étaient à ses côtés. Dans son autobiographie, elle a écrit que c'était l'endroit le plus beau au monde. Je pense qu'un ou deux autres lieux dans un style très différent pouvaient rivaliser avec Greenway. C'est triste quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais la Syrie en faisait sûrement partie. La maison était encore exactement telle qu'Agatha Christie l'avait laissée. Ce qui était émouvant, c'était les nombreuses œuvres d'artistes irakiens accrochées au mur. Des tableaux magnifiques. Elle les avait achetés lorsqu'elle vivait à Bagdad et que Max Mallowan était directeur de l'école britannique d'archéologie en Irak. Elle avait des meubles de Damas. Enfin, toute la maison était envahie de souvenirs qu'elle avait rapportés de ses voyages dans différents pays, et surtout d'Orient. I must mention the first visit we paid to Argentina after an interval of 15 years. We were recognized at once. The whole village came out. There were cries, shouts, greetings, welcome. You remember me, Hawata, that one injured man? I was basket boy when you left. Now I am 24. I have a wife. I have a big son, grown-up son. I show you. They were a little bewildered. Max could not remember every face and every day. How good it is to have these friends, warm-hearted, simple, full of enjoyment in life, and so well able to laugh. Arabs are great ones for laughing, great ones for hospitality too. Whenever you happen to pass through a village where a workman lives, he rushes out and insists you should come in and drink sour milk with him. Some of the Effendis in purple suits are tasked, but the men of the land are good fellows and splendid friends.
Agatha Christie aimait voyager. Et elle aimait les maisons, c'est un beau contraste. Elle les adorait. Elle disait souvent préférer les maisons aux gens et en posséder un certain nombre. Mais elle appréciait tout autant les voyages, l'excitation et la liberté qu'ils procuraient. D'ailleurs, beaucoup de ces personnages sont de grands voyageurs. Le cosmopolitisme d'Agatha Christie se reflète tout particulièrement chez Hercule Poirot. Quant à son pragmatisme et sa connaissance des Britanniques, c'est un autre personnage qui en a hérité. Miss Jane Marple, vieille fille imperturbable, dotée d'un esprit vif et à qui l'on prête une certaine ressemblance avec l'auteur. Miss Marple est un personnage formidable. Elle incarne le pouvoir et l'importance des femmes âgées, notamment celles qui ne sont pas mariées. D'une manière générale, elle montre combien les femmes sont fortes et utiles à la société. Elle répétait à l'envi qu'elle n'était pas Miss Marple. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec elle. Certains aspects de sa personnalité se retrouvent chez Miss Marple, même si elle ne l'acceptait pas ou ne voulait pas l'accepter. Agatha Christie avait l'habitude de dire que l'indulgence de Miss Marple à l'égard de la dépravation des hommes et de toute leur turpitude provenait de l'une de ses grand-mères, une victorienne pur jus. Or, les gens s'attendaient à ce que les victoriens soient prudes et ne parlent pas de sexe. La romancière s'en amusait beaucoup et disait « Eh bien, vous savez, ma grand-mère avait une connaissance approfondie de la violence sexuelle, de la dépravation, du vol et de toutes ces choses dont elle n'était pas censée parler ou même penser. » Les romans d'Agatha Christie fourmillent de personnages féminins forts. Elle-même ne se laisse pas enfermer dans les conventions sociales. Pour autant, elle se montre plutôt sceptique vis-à-vis du féminisme naissant. Elle aurait sûrement dit qu'elle n'était pas impressionnée par le féminisme et qu'elle n'y adhérait pas. Mais bien sûr, le féminisme est une cible mouvante. Ce que je trouve intéressant, c'est que par son mode de vie, elle remettait en question l'opinion généralement admise sur la manière dont les femmes devaient se comporter. C'est une femme extraordinairement libre et sans se déclarer féministe, très très féministe. Cela mérite au plus haut point qu'on qualifie ma grand-mère de féministe. Selon moi, elle n'était pas féministe au sens moderne du terme. Mais elle était sans aucun doute indépendante. Elle a été l'une des premières écrivaines et elle a servi de modèle à toutes les femmes de sa génération qui voulaient écrire. Mais Agatha Christie ne se contente pas d'écrire des livres. Dans les années d'après-guerre, elle renoue avec une vieille passion, le théâtre. Agatha Christie était très impliquée dans la mise en scène de ses œuvres. Elle participait au casting, assistait aux répétitions, remaniait les dialogues. Elle adorait le processus de création d'une pièce. Malgré sa timidité légendaire, elle appréciait beaucoup la compagnie des gens de théâtre et avec eux, elle sortait de sa coquille. Sur la trentaine de pièces qu'Agatha Christie a écrites, l'une d'elles est devenue incontournable. The Mousetrap, La Souricière, son plus grand succès au théâtre. Depuis 1952, les spectateurs viennent du monde entier pour tenter de répondre à cette question, qui est le meurtrier ? Le succès de La Souricière est difficile à expliquer. Comme la plupart de ses fans, je pense que ce n'est pas sa meilleure pièce, mais c'est une œuvre typique d'Agatha Christie. Un groupe d'individus se retrouve coincé dans un hôtel à cause de la neige, et l'un d'eux est le meurtrier. C'est vraiment une bonne pièce. Elle est très intéressante d'un point de vue historique, puisque la mise en scène date de 1952. Rien que pour ça, c'est une œuvre qui mérite d'être vue, appréciée et perpétuée. People are always asking me to what I attribute success of the Mousetrap. A partial reply, which is the chief answer, luck. Because it is luck, especially in theatrical things, it accounts for success. 90% luck at least, I should say. But setting aside
by great good fortune. The only reason I can give is that there is a bit of something in it for almost anybody. Abstraction faite de l'œuvre elle-même, je pense que le succès de La Souricière est dû en grande partie au producteur. C'était un homme habile en communication. Il a organisé les soirées souricières et fait de la publicité dans les bateaux à destination du Royaume-Uni. C'est ce qui a assuré la continuité de la pièce. À un moment donné, elle a développé sa propre dynamique. Et aujourd'hui, elle est à l'affiche parce qu'elle l'a toujours été. En 1971, la reine du crime est anoblie par la reine d'Angleterre, Élisabeth II. À ce jour, c'est la seule auteure de romans policiers à avoir reçu cette distinction. Le 12 janvier 1976, 3 mois seulement après la publication de la dernière enquête d'Hercule Poirot, Agatha Christie meurt dans sa maison de Wallingford. Elle a 85 ans. Son dernier roman avec Miss Marple, La dernière énigme, paraît à titre posthume. À la fin, l'héroïne se félicite d'avoir résolu une affaire difficile et d'être toujours en bonne santé. Je devais avoir 6 ans lorsqu'elle est décédée. Donc je me souviens d'elle, et en particulier du jour de sa mort. En rentrant de l'école, j'ai trouvé mon père au milieu d'une pièce plongée dans l'obscurité. Le soir, elle a fait la une aux informations de 18 h. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle était un peu plus que mon arrière-grand-mère. La célébrité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il me semble que de nos jours, beaucoup de gens ne vivent que pour ça. Ma grand-mère était l'exact opposé. Elle ne souhaitait pas devenir célèbre. Elle voulait rester chez elle, écrire des livres, être avec sa famille et soutenir son mari qui était archéologue. Voilà ce qui lui importait. Pour quelqu'un qui a écrit autant sur la mort, elle savait vivre.